Bonjour à toutes et tous. Je suis heureux de vous retrouver pour ce point presse. Au programme de cette semaine, nous commencerons avec un point sur les actualités du ministère des Armées. Dans le cadre du salon Viva Technologies, le point presse sera consacré au quantique de défense. À ce titre, nous accueillons l'ingénieur général de l'armement Jean-Baptiste Pin, architecte du système de défense renseignement, connectivité et numérique à la Direction générale de l'armement. Il nous exposera les enjeux du développement du quantique pour le ministère des Armées. Il sera accompagné de l'ingénieur principal de l'armement Ming Long, manager calcul quantique à l'Agence du numérique de défense, rattachée à la DGA. Il nous présentera le partenariat innovant Proxima. Nous poursuivrons avec le point sur les opérations militaires françaises présentées par le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Enfin, nous aurons en complément de ce point presse l'intervention du général Arnaud Dupuis de la Grand-Rive, sous-directeur du pôle accompagnement de la Direction des ressources humaines de l'armée de terre, la DRHAT, et officier général blessé. À l'occasion de l'édition 2025 de l'opération Avec nos blessés, il nous présentera le parcours d'accompagnement des blessés au sein de l'armée de terre. Je débute avec les actualités du ministère des Armées, du ministre des Armées. Mardi, le ministre Sébastien Lecornu a clôturé l'événement France Quantum. Il a présenté les leviers d'accélération face aux défis posés par le quantique pour le ministère des Armées. Le ministre a appelé à s'approprier davantage les innovations duales venues du civil pour répondre à des besoins opérationnels. La priorité sera portée sur les capteurs et la guerre électronique. Pour répondre à ces ambitions, il faudra augmenter les moyens dédiés au développement du quantique. Hier, le ministre a été auditionné par la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale. L'audition a porté sur le bilan et les perspectives d'adaptation de notre outil de défense face au contexte stratégique. En quelques mots, le ministre a dressé les principales évolutions de la menace, notamment dans le domaine cyber et informationnel. Il a également appelé à se préparer face à la militarisation de l'espace et à la violence des ruptures technologiques. Pour faire face à ces menaces, il est donc nécessaire d'accélérer l'innovation, de prendre en compte les retours d'expérience des conflits actuels et d'adapter nos capacités pour se doter à la fois d'armes de précision et d'armes d'usure. Le même jour, le ministre s'est aussi entretenu avec le ministre des Affaires étrangères indien. Aujourd'hui, il rencontre son homologue belge dans le cadre d'un entretien bilatéral. Au programme, une visite de l'entreprise de défense KNDS à Roanne dans le cadre de l'accord franco-belge CAMO, visant à renouveler notre capacité motorisée. Vendredi, Sébastien Lecornu interviendra au Paris Air Forum, organisé par le média La Tribune. Cet événement traitera des thèmes de l'aéronautique, du spatial et de la défense, sous le prisme de la souveraineté et de l'intelligence artificielle. Ensuite, le ministre se rendra sur le site de la société Maya Space à Vernon. Cette filiale d'Ariane Group a pour projet le développement d'un mini-lanceur réutilisable. Il sera accompagné du ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie, Marc Ferracci, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Philippe Baptiste. Pour sa part, la ministre déléguée se rendra demain à Mourmelon-le-Grand, dans la Marne, à l'occasion des 80 ans de la remise de la Croix de la Libération au 501e régiment de chars de combat. Une plaque y sera inaugurée pour baptiser un axe en mémoire des compagnons de la Libération. Ensuite, Patricia Miralles se rendra en Aveyron auprès de la 13e DBLE, la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Cette visite ministérielle mettra à l'honneur la mémoire de la bataille de Bir Hakeim, moment emblématique de l'histoire de la France libre en mai-juin 1942, fait d'armes devenu symbole de résistance et de bravoure. La journée de vendredi se conclura par une cérémonie de commémoration rendant hommage aux hommes de la Légion. Le lendemain matin, la ministre déléguée participera à la journée portes ouvertes organisée par le régiment. Passons aux actualités du ministère, en restant du reste en lien avec la 13e DBLE. La 13e demi-brigade de Légion étrangère, basée à la cavalerie, organisera un exercice baptisé Shakti du dimanche 22 au jeudi 26 juin. Cette 8e édition revêt un caractère particulier. C'est en effet la première fois qu'il a lieu en France et non en Inde. Il impliquera plus de 500 légionnaires et militaires de diverses unités de l'armée de terre française et de l'armée de terre indienne, de l'armée de l'air et de l'espace et de la marine nationale. Une cinquantaine de véhicules blindés et tactiques et des avions de chasse seront engagés sur cet exercice en terrain libre. Il se déroulera dans l'Hérault, entre les communes d'Agde et de Lodève. Cet exercice de préparation
opérationnel vise à permettre aux forces de se préparer au combat dans des conditions proches de la réalité. L'objectif est en outre de développer le partenariat stratégique franco-indien dans une logique d'interopérabilité. Cette opération consolide ainsi les liens d'amitié entre la France et l'Inde. L'exercice étant ouvert à la presse, n'hésitez pas à contacter le CIRPATER. Toujours en lien avec l'armée de terre, les rencontres Tech-Terre, dédiées aux acteurs de l'innovation du combat aéroterrestre, se dérouleront les 9 et 10 juillet au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine. L'événement réunira soldats de l'armée de terre, centres de recherche, industriels, investisseurs et grands acteurs du ministère. Il est organisé en partenariat avec le J4 et COGES Event, avec le soutien de l'AID et de la DGA. Cette première édition a pour objectif de favoriser la rencontre de l'écosystème de l'innovation grâce à un forum d'échange, d'expérimentation et d'acculturation. Du côté des industriels, l'événement constitue aussi l'un des jalons de restitution dans le cadre de l'initiative Brigade de combat, portée par la STAT, qui vise à améliorer l'efficacité d'une brigade blindée avec des solutions techniques existantes. Les rencontres dureront 2 jours et comporteront des présentations concrètes. Elles mettront en avant l'innovation en boucle courte ainsi que certains démonstrateurs de projets de recherche. Du côté de la Marine nationale, du 10 au 20 juin, la France et le Maroc co-organisent la 14e édition de l'exercice maritime conjoint Sea Border dans le cadre de l'initiative 5+5 Défense. Créée en 2004 sous l'impulsion de la France, cette initiative regroupe 10 pays, l'Algérie, l'Espagne, la France, l'Italie, la Libye, Malte, le Maroc, la Mauritanie, le Portugal et la Tunisie. Elle a pour objectif d'alimenter le dialogue et le partage d'expériences dans 4 domaines clés, la surveillance maritime, la sûreté aérienne, la protection civile et la formation en recherche. Cette année, Sea Border 2025 comprendra notamment une phase de Live Exercise, LiveX, qui combinera des simulations et des opérations réelles. Cet exercice vise à renforcer les capacités de réponse aux menaces maritimes, les opérations de sauvetage en mer et la lutte contre la pollution. Il permet également d'approfondir la coopération internationale et l'interopérabilité des nations participantes afin de garantir la sécurité maritime des eaux méditerranéennes en développant les processus de surveillance et de réponse coordonnés. Quelques mots au sujet du Bourget. Lundi 16 juin, le 55e Salon international de l'aéronautique de l'espace ouvrira en effet ses portes au Bourget. Comme lors de chaque édition, le ministère des Armées exposera ses capacités aéronautiques et ses dernières avancées technologiques qui garantissent la supériorité opérationnelle de nos armées. Le Salon du Bourget réunira l'ensemble des acteurs de l'aéronautique au sein du ministère des Armées, de la phase de conception, c'est-à-dire la DGA, à la mise en œuvre opérationnelle par l'armée de l'air et de l'espace, la Marine nationale. L'événement sera l'occasion de présenter de nombreux programmes et domaines stratégiques, l'espace et les nouveaux enjeux associés, le combat aérien du futur, les drones et la lutte anti-drones, les missiles. Au-delà du matériel exposé, l'armée de l'air et de l'espace assurera également le déploiement d'un dispositif particulier de sûreté aérienne, souvent appelés bulles de protection aérienne. Ces dispositifs sont déployés lors de grands événements internationaux. Le 14 juillet à présent. Le premier entraînement du défilé aérien du 14 juillet aura lieu mardi 24 juin. Les premiers préparatifs se dérouleront sur le site des Invalides et à l'héliport Valéry-André de Paris, ici les Moulineaux. Les équipages des avions et des hélicoptères assisteront à une présentation afin d'appréhender les différents scénarios de cette mission hors norme. Le briefing sera présidé par le général de division aérienne Xavier Buisson, commandant le défilé aérien. Ils effectueront ensuite une reconnaissance des axes du défilé aérien à bord d'hélicoptères. Elle réunira des pilotes venus de toutes les bases aériennes, bases de l'aéronautique navale et régiments d'hélicoptères de France. L'objectif du repérage pour les chefs de patrouille est de se familiariser avec les axes de vol et de vérifier leur compatibilité avec les contraintes de sécurité et de performance propres à chaque aéronef. Cette étape préparatoire est primordiale dans l'organisation de l'opération aérienne millimétrée que constitue le défilé aérien du 14 juillet. Toujours du côté de l'armée de l'air et de l'espace, les 28 et 29 juin, la base aérienne 115 d'Orange ouvre ses portes au public. Au cours de ces journées portes ouvertes, l'armée de l'air et de l'espace souhaite faire découvrir au grand public ses missions, ses métiers et son rôle dans la défense nationale. Le programme sera ponctué de démonstrations, de présentations des différents métiers de la base, de la rencontre avec les ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace et de stands interactifs.
Ces journées mettront également en avant l'ancrage territorial de la base, acteur engagé dans le tissu économique local. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher du CIRPA Air et Espace. Passons à une production de la DICODE sur le thème de l'espace. Le nouvel épisode du JDEF, le journal de la défense, intitulé « L'espace, un outil de combat », sera diffusé dimanche 15 juin à 17h30 sur la chaîne parlementaire. Cet épisode s'intéresse à l'importance de l'emploi du spatial dans la conduite de nos missions sur Terre, en mer ou dans les airs. L'espace est en appui de toutes les opérations, depuis le niveau stratégique jusqu'au niveau tactique. Ce JDF expliquera comment les données spatiales ont été déterminantes dans la conduite de plusieurs missions d'envergure, de la Syrie au Soudan. Pour rappel, depuis le 6 juin, la chaîne LCP Assemblée nationale est disponible sur le canal 8 de la TNT. Je vous propose de découvrir les premières images de ce nouveau numéro du JDEF. Les données spatiales sont déterminantes pour toutes les opérations. Communiquer, voir, entendre, cibler, renseigner, naviguer pour frapper un objectif sur Terre, en mer ou dans les airs. L'espace, un outil de combat, c'est dans le journal de la défense, dimanche à 17h30. Venons-en à une actualité culturelle. Je vous informe de la parution du livre Le Général Beaufre, père de la stratégie française, coédité par le ministère des Armées et les éditions Perrin. Il est publié aujourd'hui à l'occasion du 50e anniversaire de la disparition du Clausewitz français. Cette biographie, rédigée par le général de division Hervé Pierre, est nourrie par une thèse de doctorat soutenue en 2020. Elle retrace les grandes étapes de la carrière militaire du stratège, du Rif à Suez en passant par la France libre et la guerre d'Algérie. L'ouvrage met en lumière la portée du concept de stratégie totale, aujourd'hui réactualisé dans les discours militaires français sous l'appellation d'approche globale. L'auteur tiendra une conférence à l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, le 23 juin, pour présenter son ouvrage. Enfin, dans le domaine de la mémoire, ce week-end, à l'occasion des journées européennes de l'archéologie, le Centre européen du résistant déporté organise, au mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, des visites guidées sur les traces des vestiges du camp avec un archéologue. C'est un des 10 hauts lieux de la mémoire nationale. Des ateliers pédagogiques seront également proposés. Pour plus d'informations sur ces deux actualités, vous pouvez vous rapprocher du SGA. Ce qui conclut la présentation des actualités. Avant de passer au premier focus thématique, avez-vous des questions ? Passons donc au focus thématique, qui met aujourd'hui le quantique à l'honneur. Mardi, à la veille de l'ouverture du salon Viva Technologies dédié aux innovations technologiques, le ministre des Armées a présenté les défis et les moyens d'accélération du quantique pour la défense, en clôture de France Quantum. Cette technologie de rupture fait l'objet d'une stratégie nationale lancée en 2021 par le président de la République. Elle vise à doter la France de technologies quantiques de pointe. Cette stratégie accélère le développement et la maîtrise de 5 principaux piliers: le calcul quantique, les capteurs quantiques, la cryptographie post-quantique, les communications quantiques et les technologies habilitantes au quantique. En s'inscrivant dans la stratégie nationale sur les technologies quantiques, le ministère des Armées accélère le développement de ces applications à la défense pour garantir sa souveraineté et son autonomie stratégique. Le ministère entend bâtir un écosystème civilo-militaire quantique de pointe, rassemblant les acteurs de l'innovation dans ce domaine, chercheurs, start-up et industriels, avec les acteurs de la défense. Les applications offertes par le quantique permettent d'accroître les capacités opérationnelles des armées afin de conserver leur avantage stratégique. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le programme Proxima. Il vise à disposer de 2 prototypes d'ordinateurs quantiques universels de conception française à horizon 2032. Son pilotage est confié à l'Agence du numérique de défense rattachée à la DGA. C'est dans cette perspective que l'ingénieur général de l'armement Jean-Baptiste Pin vous exposera l'enjeu du quantique au service de la défense. Il cédera ensuite la parole à l'ingénieur principal Ming Long qui détaillera le programme Proxima. Messieurs les ingénieurs, c'est à vous.
Merci mon général, bonjour à tous. Donc je suis l'ingénieur général de l'armement Jean-Baptiste Pin, donc architecte du système de défense à la direction générale de l'armement. Mon travail, un peu comme un architecte dans la vie quotidienne, fait la conception des plans d'une maison. Mon travail au quotidien, c'est de faire la conception des futurs équipements militaires dont nos armées auront besoin, à un horizon, on va dire, de 5 à 15 ans, et d'investir dans les technologies nécessaires à horizon de ces équipements. Et donc parmi ces technologies, les technologies quantiques dont on va parler aujourd'hui. Alors, dans ses vœux aux armées, au début 2025, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, utilisait les mots que vous voyez à l'écran pour parler du quantique, rendre l'invisible perceptible, l'imprévisible prédictible. Dans la même veine, moi je dirais qu'aujourd'hui j'ai un peu la lourde tâche en quelques minutes d'essayer de rendre compréhensible ce qui bien souvent est assez incompréhensible, avouons-le, même pour les gens qui travaillent dedans. Alors justement, pourquoi la physique quantique est-elle aussi complexe à appréhender? Planche suivante s'il vous plaît. Si on en revient à la définition un peu de la physique classique, on pourrait dire qu'aujourd'hui c'est l'ensemble des lois qui décrit le comportement des objets à notre échelle, celle du quotidien. C'est ce qui forme le socle de notre intuition commune, qui nous permet par exemple de comprendre si je lâche quelque chose, que cela va tomber sous l'effet de la gravité. Bon, le problème, c'est que ces lois de la physique que l'on connaît, qu'on apprend tous à l'école, plus ou moins suivant les études que l'on fait, mais on a tous un socle, ça échoue, toutes ces lois, elles échouent totalement à décrire les phénomènes à une échelle microscopique, une échelle des particules, des atomes, des ions, des photons. Les lois ne sont plus valables. À cette échelle, ce sont d'autres lois qui rentrent en jeu, et c'est ça qu'on appelle la physique quantique, ce sont les lois de la physique quantique. Et ces lois mettent en jeu des principes tout à fait réels, qui se passent vraiment à cette échelle-là, mais qui peuvent heurter assez violemment notre conception, notre capacité à nous les représenter. Quelques-uns de ces principes qui sont affichés à l'écran, le principe de superposition. Ce qui veut dire qu'à l'échelle microscopique, une particule peut exister à la fois dans deux états. Comme un peu, si je prenais un parallèle à notre échelle, c'est comme si une pièce de monnaie pouvait exposer à la fois son côté pile et son côté face sur une table. L'intrication, qu'est-ce que c'est? C'est deux particules qui peuvent être interconnectées, quelle que soit la distance qui les sépare, de sorte que toute action sur l'une aura immédiatement un effet sur l'autre. C'est pareil, si on prend une métaphore à notre échelle, ça veut dire que deux personnes qui seraient distantes un bout à l'autre de la planète pourraient s'échanger des informations de manière un peu instantanée par télépathie. Ça, c'est quelque chose qui est possible à l'échelle microscopique. Et l'effet tunnel, qui est un dernier effet un peu contre-intuitif, qui fait que des particules peuvent franchir des sortes de murs d'énergie, c'est un peu comme si on s'amusait tous à faire le passe-muraille ici. Voilà, donc vraiment des phénomènes très complexes. Et pourquoi comprendre ces phénomènes-là est malgré tout important? C'est ça un peu la beauté de la chose, j'ai envie de dire, c'est qu'en étant capable de maîtriser ce genre de phénomène à l'échelle microscopique, l'homme est quand même capable de construire des technologies qui ont des effets bien réels à notre échelle. Des technologies de rupture qui sont réellement capables d'offrir une supériorité technologique à celui qui les maîtrisera. Et comme d'un point de vue militaire, la supériorité opérationnelle n'est jamais très loin de la supériorité technologique, c'est assez naturel que le monde de la défense s'y intéresse. Planche suivante, s'il vous plaît. Et donc c'est dans ce cadre que le ministre des Armées a annoncé il y a 2 jours, donc ça a été dit en clôture de l'événement France Quantum, le lancement d'un plan quantique ministériel pour que le ministère accélère sur ces technologies quantiques. Alors à quels grands objectifs stratégiques répond-il ce plan? Tout d'abord, un peu dans la dialectique du glaive et du bouclier, il s'agit de maîtriser ces technologies quantiques, les maîtriser plus rapidement que nos compétiteurs. Alors, à la fois tant pour les intégrer dans nos propres systèmes d'armes, pour avoir un avantage, là où ça apporte un avantage, et également pour caractériser la menace que ces technologies utilisées par nos compétiteurs ou nos adversaires font porter sur notre propre système de défense. Alors, lorsqu'on parle de technologie, de quoi on parle? Si on rentre un peu dans le détail, en réalité, ça regroupe plusieurs choses différentes. On peut parler des grandes catégories, on peut parler de capteurs quantiques. Alors, les capteurs quantiques, c'est quoi? Il ne s'agit pas forcément de mesurer de nouvelles grandeurs physiques. On va mesurer un peu les mêmes choses qu'aujourd'hui, mais on va pouvoir le faire potentiellement avec des performances accrues. Le ministère des Armées s'y intéresse depuis longtemps. On a débuté des travaux sur un exemple concret qui est le gravimètre quantique, qui aujourd'hui est quelque chose qui est opérationnel, embarqué sur les navires d'hydro-océanographie de la marine,
qui mesure le champ de gravité terrestre, mais qui le mesure de manière plus précise que ce qu'on faisait avant, plus robuste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de mesurer ça même s'il y a des forts états de mer, de la houle, et avec aussi de manière en recalibrant moins fréquemment l'instrument. Parce qu'aujourd'hui, un gravimètre quantique, c'est capable de faire une mesure absolue de la gravité, alors qu'avant, on faisait des mesures relatives, c'est-à-dire qu'on étalonnait dans un port, et puis on faisait, quand on était en mer, des mesures un peu différentielles. Aujourd'hui, on est capable de faire une mesure absolue, ce qui fait que le navire il est moins obligé de faire d'escale, et on augmente un peu la productivité des relevés. Voilà. Et après, alors ça, on établit des cartes de champ de gravité grâce à ça, ce qui permet à des mobiles, typiquement des sous-marins, de naviguer sous la mer de manière assez précise grâce à ces mesures. Voilà, c'est un exemple, mais qui aura nécessité quand même, et ça c'est important, à peu près 20 ans de montée en maturité technologique. Les premiers travaux, ça a commencé au milieu des années 2000, et on a pu arriver à rendre ça opérationnel, notamment grâce aux travaux menés par l'ONERA. Dans le domaine du calcul quantique, alors là on parle de l'ordinateur quantique, donc là le développement de l'ordinateur, je vais pas m'y appesantir parce que l'ingénieur principal d'armement Ming Long vous en parlera plus en détail, mais là il s'agit pour nous, pour le ministère des Armées, tout à la fois d'accompagner la montée en maturité de cet outil, afin de sécuriser notre accès à cette future capacité qui potentiellement sera capable de réaliser des calculs qui sont totalement inaccessibles aujourd'hui aux ordinateurs classiques, et donc de se préparer à l'arrivée de cet ordinateur. Les communications quantiques, qui portent en elles finalement la promesse d'établir des communications de manière ultra sécurisée, inviolable, qui est encore assez prospectif, là pour le coup, qui est encore un domaine assez peu mature. Donc pour le ministère, pour nous, l'enjeu, c'est essentiellement de progresser dans la compréhension des phénomènes physiques sous-jacents qui permettront demain peut-être de relier les capteurs, les ordinateurs entre eux, de faire ce qu'on appelle un Internet quantique. Mais là, on parle sûrement quelque chose de plus à l'horizon 2040-2050, quelque chose d'assez éloigné. Voilà. Deuxième grand objectif stratégique, et comme annoncé par le ministre, comme annoncé par le ministre, donc c'est la montée en puissance de tous ces moyens dans ces différents domaines, ça va faire l'objet de la création d'un laboratoire quantique de défense, donc ce qui permettra au ministère, et notamment en Direction générale de l'armement, d'appréhender un peu le potentiel de toutes ces technologies. Et d'ailleurs, donc la fiche de poste du chef de laboratoire a dû être publiée par l'Agence de l'innovation de défense. On recrute. Deuxième grand objectif, donc j'y viens, donc celui un peu du milieu, également annoncé par le ministre. Il s'agit de structurer la communauté quantique de défense au sein de ce qu'on appelle un campus quantique défense, pour l'objectif étant de mutualiser les efforts dans le domaine. Alors campus qui va s'organiser autour de plusieurs cercles concentriques, comme vous voyez à l'écran, un noyau dur qui sera organisé autour, purement ministère des Armées, organisé autour de la Direction générale de l'armement, des services de renseignement, des armées, qui va traiter des sujets les plus sensibles, comme par exemple l'analyse, la connaissance de la menace. Noyau étendu, dont le but est là d'intégrer un peu les partenaires industriels pour avoir une relation un peu différente avec cet écosystème industriel que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un peu dans des relations un peu classiques contractuelles. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment des espaces d'échange, des forums, de partager des feuilles de route communes, d'avoir des visions communes, de partager aussi des positions d'influence communes pour aller influencer dans les instances de normalisation à l'international, parce qu'on sait que c'est important en termes de développement industriel. Et enfin, le cercle externe, donc là, on va encore agrandir un peu le champ des acteurs. Là, le but, c'est d'intégrer le milieu académique, les investisseurs, les autres secteurs potentiels clients du quantique, les partenaires internationaux, dont là, le but, on va dire, c'est vraiment d'acculturer l'ensemble de l'écosystème aux enjeux de défense, de mettre en place des offres de formation ou des axes de collaboration internationaux. Et enfin, dernier objectif du plan quantique ministériel, il s'agit aussi de développer notre tissu industriel. Alors, pas tout seul, en appui de la stratégie nationale d'accélération. Ça a été évoqué par le général. Le président de la République, en 2021, janvier 2021, a lancé une stratégie nationale de l'ordre, c'est 1 milliard d'investissements publics sur la période 21-25.
qui a vraiment eu des effets concrets, hein, des effets tangibles. Il y a eu un nouveau prix Nobel depuis, on a des startups, des sociétés françaises qui ont une réelle, aujourd'hui, avance technologique par rapport à leurs homologues à l'étranger. On a eu plusieurs mondiales scientifiques dans le domaine de la recherche. Et le ministère des Armées, on s'est vraiment imbriqué dans cette stratégie nationale, hein, parfois, et c'est assez important, on va dire, c'est assez rare pour être souligné, parce que parfois on peut avoir tendance côté défense à être un peu dans notre couloir. Là, on a vraiment, dans une logique de dualité, essayé de calquer nos efforts dans complémentarité de ce que fait l'État par ailleurs. Fonctionnement vertueux, et l'un des exemples qui l'illustre le mieux, c'est sûrement le programme Proxima, programme donc, qui vise à supporter l'ordinateur quantique, pour laquelle la DGA n'œuvre pas seulement pour ses propres besoins, mais bien au profit de l'interministériel, dans le cadre du plan d'investissement France 2030. Et je cède la parole à l'ingénieur principal de l'armement, Ming Long, qui va vous en parler plus en détail. Je vous remercie. Merci monsieur l'ingénieur général. Bonjour à toutes et à tous. Je suis l'ingénieur principal Ming Long. J'ai l'honneur d'avoir été invité à représenter un programme emblématique du domaine quantique au sein du ministère des Armées, à savoir le programme Proxima, que j'ai la chance de porter en tant que manager calcul quantique au sein de l'Agence du numérique de défense qui est rattachée à la DGA. Pour rappel, le programme Proxima, c'est un programme qui a été lancé en mars 2024 par le ministère des Armées et le secrétariat général pour l'investissement, avec pour objectif majeur de disposer de 2 prototypes d'ordinateurs quantiques universels de 128 qubits logiques en 2032. C'est un programme qui traduit en fait concrètement les engagements pris par le président de la République en 2021 lorsqu'il a lancé la stratégie nationale quantique et qui visait à doter la France de moyens de calcul destinés à garantir sa souveraineté dans ce domaine. Et le calcul quantique en fait revêt une importance majeure pour de très nombreux acteurs, dont font bien évidemment partie les armées, avec des retombées potentielles dans les domaines comme la cryptanalyse, les matériaux, en permettant d'en découvrir des nouveaux, la planification ou la logistique, et bien d'autres domaines encore. En pratique, le programme Proxima se déclinera en plusieurs phases qui comportent des jalons qui seront pour certains décisionnels, afin de sélectionner progressivement les technologies les plus performantes. Donc, il y a une première phase de 4 ans, donc c'est la phase dans laquelle nous sommes actuellement, qui est dite de preuve de concept, et qui vise à établir la faisabilité technologique industrielle des solutions. Et au terme de cette étape, seuls 3 projets les plus performants, c'est-à-dire à même de développer les meilleurs qubits logiques capables de passer à l'échelle, poursuivront le programme. Suivra ensuite une deuxième phase de 4 ans, dite de maturation, et qui vise à piloter la levée des verrous technologiques avant industrialisation. Et au terme de cette nouvelle étape, seules les 2 technologies les plus performantes passeront à une 3e phase, qui est dite d'industrialisation, et qui visera cette fois à passer à des prototypes de 128 qubits logiques, à des produits industriels utilisables par des premiers clients. On pourra noter que la France peut se targuer d'être un des rares pays à l'échelle mondiale qui dispose d'un socle de compétences en recherche amont et technologique qui a permis l'émergence de ces pépites du quantique. Évidemment, un grand nombre de défis nous attend pour développer les technologies qui nous mèneront à des solutions de calcul quantique à large échelle. Et les 5 sociétés partenaires de Proxima, donc qui portent 5 technologies différentes, ont toutes des atouts indéniables pour les relever, mais il est encore trop tôt pour savoir lesquels parviendront à lever l'ensemble des verrous technologiques d'ingénierie, de fabrication et d'industrialisation. Et c'est là vraiment tout l'objectif du partenariat innovant qui a été retenu. À ce titre, les premiers mois de travaux sont très satisfaisants, et même si le chemin vers l'ordinateur quantique est encore évidemment très long, les startups partenaires sont pleinement engagés pour atteindre les objectifs du programme, aussi bien d'un point de vue technique, du point de vue de la R&D, dans la continuité de l'excellence scientifique et technologique qui les caractérise tant, de l'identification de cas d'usage d'intérêt pour les enjeux de défense, mais également d'un point de vue structurel et organisationnel, afin d'anticiper dès aujourd'hui tous les aspects qui feront d'eux les champions de demain. Je vous remercie pour votre attention, et nous nous tenons prêts, l'ingénieur général et moi-même, à répondre à vos questions sur ce sujet. Bonjour, merci pour vos efforts de vulgarisation. Je voulais savoir quel niveau de rupture peut amener le quantique si on prend des repères dans l'histoire avec des changements de technologie. Je suis Laurence Defrano de Libération, pardon. Alors, c'est difficile de répondre précisément parce que, comme je l'ai un peu dit, la plupart des technologies aujourd'hui, elles ne sont pas matures. Néanmoins, elles portent quand même un gros potentiel de rupture et c'est quand même bien pour ça qu'on s'y intéresse. Alors,
l'ordinateur quantique, si on peut parler de ça. Aujourd'hui, pourquoi il y a un tel engouement, un tel intérêt aujourd'hui sur cet ordinateur? Parce qu'il porte un peu la promesse ou la menace, ça dépend comment on le voit, d'avoir la capacité aujourd'hui de casser beaucoup du chiffrement, de la cryptographie des communications qui sont utilisées. Alors pas tant la cryptographie utilisée au niveau militaire, mais plutôt celle utilisée un peu, je vais dire, sur l'Internet de tous les jours pour sécuriser nos données de santé, nos données administratives, nos données financières. Et donc qui est quand même aussi un enjeu de défense dans un contexte un peu de menace hybride. On le voit de plus en plus aujourd'hui. Pour déstabiliser un État, ça passe pas seulement forcément par l'action militaire, ça peut aussi passer par des actions à côté. Et donc on imagine assez aisément qu'un tel outil, s'il venait à naître capable on va dire de rendre en clair un peu toutes les informations qui transitent aujourd'hui, ça pourrait être à la fois une menace et à la fois aussi, pour celui qui le maîtrise, un outil de puissance assez considérable. Sur le volet plutôt des capteurs quantiques, là, ce qu'on espère, c'est avant tout une rupture de performance. Ça veut dire, alors c'est difficile à quantifier, mais peut-être des capteurs qui seront 100 fois, 1000 fois, peut-être 10 000 fois plus performants que ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, j'ai cité l'exemple du gravimètre dans mon exposé. Pour en citer un autre, aujourd'hui, on regarde beaucoup ce qui peut se faire dans le domaine de la technologie des antennes. Aujourd'hui, les antennes, leur longueur, elle est grosso modo, elle est assez proportionnelle à la fréquence d'émission qui est utilisée. Plus vous êtes bas en fréquence, plus les antennes sont très imposantes. Et bon, les militaires, notamment la défense, utilisent ces communications dans les très basses fréquences. Et l'espoir demain, avec une certaine technologie quantique, c'est justement de pouvoir rendre des antennes totalement indépendantes de la fréquence. C'est-à-dire que des choses qui nous prennent aujourd'hui, qui font plusieurs mètres, qui ne sont pas du tout intégrables sur des porteurs des systèmes d'armes, demain, ça pourrait faire quelques centimètres. Et là, ça pourrait aussi constituer une vraie rupture. Il y a plusieurs exemples comme ça, mais c'est vraiment... dans le domaine des capteurs, rupture vraiment de performance. C'est en gros détecter l'ennemi beaucoup plus loin qu'aujourd'hui, avoir du renseignement beaucoup plus vite. Et évidemment, c'est un avantage opérationnel énorme. Et sur la partie ordinateur, c'est surtout la menace d'être capable de rendre nos communications complètement claires. Merci. Je voulais savoir sur les autres puissances militaires, où elles en sont dans les recherches ou même carrément dans les prototypes ou l'opérationnel. Est-ce que vous pouvez nous citer l'état des recherches pour les autres pays, particulièrement la Chine, par exemple? Je ne vais forcément pas pouvoir répondre complètement précisément parce que il y a des choses qui relèvent sur l'état où en sont nos compétiteurs comme la Chine du renseignement, du secret militaire. Bon, néanmoins, le ministre l'a un peu évoqué dans ses propos il y a 2 jours, donc je peux au moins reprendre ce qu'il a dit. Parce qu'aujourd'hui, tous les grands États ont un programme de développement des technologies quantiques, donc tout le monde s'y intéresse. Et le mouvement qu'on constate depuis quelques années, c'est que l'ouverture qui caractérise habituellement un peu justement le monde académique, le monde de la recherche, dans ce domaine du quantique, il est de moins en moins évident. C'est notamment le cas de la Chine, c'est ce que le ministre des Armées l'a dit il y a 2 jours. Depuis maintenant 3-4 ans, les Chinois ne publient plus aucun brevet sur le domaine du quantique. On peut penser qu'ils ne se sont pas arrêtés de travailler. Et donc voilà, ça veut dire que l'état d'où ils en sont, ce n'est plus disponible en source ouverte. On a des services de renseignement qui travaillent, évidemment. On ne peut pas dévoiler la nature d'où ils en sont exactement. Vous pensez qu'il y a des compétiteurs qui sont bien plus avancés que nous, même si vous ne pouvez pas dévoiler. Est-ce que ça peut déjà être opérationnel dans certaines armées ? Soit les capteurs, soit la communication. Il y a des choses qui sont déjà opérationnelles. Je vous ai donné l'exemple du gravimètre. C'est un capteur quantique, c'est opérationnel dans nos armées. Il y a d'autres technologies, l'ordinateur quantique. On sait aujourd'hui, nous on a commencé l'an dernier, on sait qu'aujourd'hui c'est des technologies à assez bas niveau de maturité. On pense que ça va prendre encore plusieurs années pour arriver à quelque chose d'opérationnel.
Voilà, ça va être très variable en fonction des technologies. Il y a des choses qui sont déjà opérationnelles. Il y en a, ça le sera à horizon 10, 15, 20 ans. Et ce qui concerne le décryptage des communications civiles, duales, ça pourrait être déjà en place, ça pourrait être déjà opérationnel par certains compétiteurs. Aujourd'hui, ce qu'on estime, c'est que la maturité, l'opération, un ordinateur quantique opérationnel, c'est à l'horizon potentiel de la prochaine décennie. Et je dis bien potentiel, parce qu'il y a encore... Tout ça reste un peu un pari technologique aussi. Hein. Il y a encore beaucoup de problèmes physiques fondamentaux à régler. Il y a encore beaucoup de problèmes d'ingénierie pour industrialiser tout ça. Voilà. Aujourd'hui, nous, notre propre feuille de route, c'est l'arrivée, et c'est un peu admis globalement par la communauté qui travaille dessus, que si c'est opérationnel, c'est à l'horizon de la prochaine décennie, mais pas avant. Merci beaucoup pour les présentations. Je suis Florence Loev de l'agence Reuters. J'avais une question sur le budget, sur les 500 millions d'euros qui étaient prévus dès le lancement en mars 2024. Combien ont été déboursés pour l'instant et quelles sont un peu les échéances de déblocage des fonds? Et plus globalement, sur le plan ministériel quantique, quelle est la poche d'investissement allouée sur ce sujet-là? Et également, hier, je crois que c'est le ministre Sébastien Lecornu qui mentionnait 250 millions investis dans le quantique. Est-ce que c'était dans le cadre du programme Proxima ou est-ce que c'est d'autres projets qui étaient concernés? Alors sur Proxima, je ne pourrais pas dire ce qui a été déboursé pour le moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que les startups ont d'autres sources de financement, donc que ce soit par leur levée de fonds ou par d'autres programmes de la stratégie nationale quantique. Donc ça, c'est pour répondre à la première question sur le débourrement du programme Proxima. Pour la partie sur les 250 millions, je laisserai l'ingénieur général répondre. Oui, donc effectivement, c'est ce qu'a annoncé le ministre des Armées il y a 2 jours, c'est que l'effort aujourd'hui qui est programmé, planifié sur la LPM, c'est un effort de la classe 250 millions. Donc c'est un effort qui inclut à la fois donc, des financements propres, des actions propres du ministère des Armées, et le financement de l'ordinateur quantique du projet Proxima. C'est bien un montant qui recouvre l'ensemble des deux. Bonjour, Alexandra Paget, BFM Business. Par rapport à la maturité, notamment des ordinateurs quantiques, j'ai vu avant-hier que IBM annonçait 2030 pour le sien. On sait que Google et Microsoft notamment sont également sur des puces et annoncent aussi 2030. Vous êtes plutôt horizon 2032. Par rapport à ce genre de projet, entre guillemets, civil, privé, comment vous vous positionnez? Est-ce qu'on est très en avance, très en retard? Enfin, j'arrive mal à voir où est-ce qu'on en est. Ce qu'il faut savoir sur les... Donc nous, on parle bien de 128 qubits logiques en 2032. Donc en fait, derrière ce terme, en fait, il y a pas mal de subtilités techniques qui caractérisent en fait la fidélité des qubits. Donc le nombre de qubits n'est pas en soi une métrique tout à fait pertinente. Donc elle est indicatrice, évidemment, mais elle ne présage pas forcément de la capacité de calcul opérationnel dont on disposera avec ce matériel. Donc, leurs annonces sont... il faut les écouter, mais on a aussi d'autres arguments à faire valoir, nous, avec nos startups, dans lesquels on s'est engagé avec Proxima. Oui, IBM, Google, effectivement, ils sont aussi lancés dans la course à l'ordinateur quantique, et c'est clair qu'ils y consacrent des moyens. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même... nos technologies, nos startups sont dans la course. On est vraiment dans la course, même si on peut se dire ah bah oui, il y a la puissance des GAFAM derrière, on joue pas dans la même course. Oui, mais on n'a pas forcément pris les mêmes voies technologiques et on ne sait pas encore vraiment quelle voie technologique va pouvoir réussir mieux qu'une autre. Et donc c'est pour ça qu'on estime aujourd'hui qu'on est quand même encore pleinement dans la course. Bon, et après, si sur les annonces calendaires qui sont faites, il faut voir qu'il y a tout l'écosystème quantique. Développer l'ordinateur quantique, ça va demander de l'argent, en fait. Ça va demander, donc, pour attirer les investisseurs, et ça c'est assez classique dans le monde de l'innovation, ils sont obligés aussi d'avoir des annonces ambitieuses
qui sont sûrement, voilà, c'est crédible, mais sûrement un peu optimiste aussi. Enfin, faut prendre un peu ces annonces avec le recul nécessaire. Pour les investisseurs, je sais qu'il y a certaines de ces startups qui cherchent des investisseurs, notamment en Asie ou aux États-Unis, qui m'ont dit que pour elles, la souveraineté ne se réalisait pas au niveau du financement de leurs entreprises. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous estimez que les investisseurs doivent être en priorité européens, voire français, et quels sont les critères de nationalité que vous émettez là-dessus? Effectivement, c'est un équilibre subtil. Je l'ai dit juste avant, pour développer l'ordinateur quantique, il y aura besoin de fonds. Ces fonds, ils ne pourront pas venir que de la puissance publique française, ça on le sait, ils auront besoin de trouver des investisseurs privés. Et le but pour nous, c'est côté ministère des Armées, c'est surtout pas d'empêcher le développement de ces entreprises. Néanmoins, et c'est bien pour ça qu'on s'est aussi investi dans le cadre de Proxima, ce qu'on veut, c'est que ces entreprises préservent en leur sein un espace de souveraineté qui leur permette quand même de continuer à travailler pour nous et de continuer à travailler au profit de la défense. Donc ça, c'est un équilibre subtil. Ça veut dire que clairement, on va avoir une préférence derrière pour des investisseurs nationaux ou européens. Parce que si quelque part, sur la technologie de l'ordinateur quantique, on a des sociétés qui se font racheter, qui se font derrière soumettre à des règles de contrôle export d'une puissance tierce, on va perdre le caractère souverain qu'on recherchait initialement dans l'investissement de ces technologies. Donc on y fait attention, voilà, sans être caricatural, parce qu'on sait qu'on ne peut pas... entre guillemets, se permettent d'arsenaliser ces entreprises. Elles ont besoin de se développer, elles ont besoin d'aller chercher des fonds privés, mais on va dire avec un contrôle attentif de l'État sur la façon dont ils vont chercher des fonds. Et ça fait partie également de l'accompagnement qu'on a avec ces entreprises. Oui, excusez-moi, c'était juste par rapport à l'Union européenne. Pourquoi c'est un projet national et pas d'Union européenne? Et est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont menés parallèlement par d'autres alliés? Vous parlez de l'ordinateur de Proxima ou de... Non, pas Proxima. Enfin, globalement, là, tout ce que vous nous avez annoncé sur la recherche sur le quantique militaire, pourquoi uniquement français et pas avec nos voisins? Il y a plusieurs voisins en Europe qui ont aussi lancé des programmes nationaux d'investissement dans le quantique. L'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Là, aujourd'hui, effectivement, c'est en train de se structurer au niveau européen. L'Europe annonce, commence à dévoiler des stratégies, des ambitions. Il est probable que dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel de l'Europe marche par cycle budgétaire. Là, actuellement, on est dans le cycle budgétaire 21-27, le prochain sera 28-34. Il est probable que l'Europe engage des programmes de niveau européen. Bon, là, l'enjeu, ça va être, on va dire, là, chaque nation a commencé à préparer ses acteurs. L'enjeu, ça va être de les consolider, de former des partenariats. Ça en fait partie pour effectivement changer d'échelle et passer à l'échelle européenne dans les années à venir. Mais typiquement, là, je reviens sur l'aspect ordinateur quantique. C'est un programme mené par la DGA, l'Agence du numérique de défense, certes, mais ce n'est pas un programme défense. Vraiment, c'est un programme opéré au profit de l'interministériel. Donc on se situe bien dans ce cadre de dualité, un peu moins vrai pour les capteurs quantiques qui sont une préoccupation aujourd'hui très défense. Donc ça, c'est vrai que c'est investi par le ministère des Armées, un peu moins par le reste de l'écosystème. L'ordinateur, c'est vraiment aujourd'hui une logique de dualité et je pense que c'est à peu près la même logique qui va s'appliquer au niveau européen si l'Europe se lance là-dessus. Bien, merci beaucoup pour ces explications très claires, aussi claires que possible, et pour tous vos efforts d'information et d'explication. Nous allons passer au tour d'horizon des opérations militaires françaises avec le porte-parole de l'état-major des armées. Guillaume, c'est à toi.
Merci mon général, bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer ce point avec le territoire national puisque cette semaine à Nice se tient la conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC. Pour contribuer à la réussite de cet événement d'envergure mondiale, les armées françaises sont engagées avec des dispositifs de sécurité adaptés sur terre, en mer et dans les airs. Alors on commence à terre où les armées renforcent leur dispositif Sentinelle en appui des forces de sécurité intérieures. En mer, un dispositif particulier de sûreté maritime, ce qu'on appelle un DPSM, est mis en place par la Marine nationale en baie des Anges et en rade de Villefranche-sur-Mer, sous l'autorité du préfet maritime de la Méditerranée. Ce dispositif renforce les moyens des forces de sécurité intérieures dans le cadre de l'action de l'État en mer et mobilise une trentaine de moyens aéromaritimes. Et dans la troisième dimension, l'armée de l'air et de l'espace a mis en place un dispositif particulier de sûreté aérienne, un DPSA, qui est organisé en dispositif de défense multicouche, qui est assez comparable à celui qui avait été fait pour les Jeux Olympiques. Ce dispositif de sécurisation multimilieu capitalise sur l'expertise de sécurisation des grands événements, et en particulier celle des JOP 2024, et contribue au bon déroulement de cette conférence. On dézoome un petit peu sur l'Europe, où les alliés de l'OTAN contribuent à la sécurité collective et à la protection des populations par une posture défensive et réactive. Alors on commence par la Lettonie, où du 1er au 6 juin, les contrôleurs aériens avancés du bataillon de l'OTAN basé en Estonie ont participé à l'exercice de Close Air Support Slayer Final, aux côtés des spécialistes de l'appui aérien qui sont allemands, britanniques, canadiens, espagnols, lettons et suédois. À travers des scénarios réalistes, ils ont pu mettre en œuvre des procédures d'appui aérien rapprochées. Cette séquence illustre la capacité à s'intégrer dans un environnement multinational exigeant qui garantit ainsi la précision et l'efficacité au combat. En Roumanie, à la suite de l'exercice Dacian Spring 25, le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement français a repris ses activités de préparation opérationnelle. On parle aussi du soutien à l'Ukraine, puisque depuis le début de son engagement en soutien à la mission d'assistance militaire de l'Union européenne, EUMAM, la France renforce les capacités des forces armées ukrainiennes. Ainsi, en Pologne, la semaine a été marquée par la fin des modules de formation tireurs d'élite longue distance et reconnaissance au profit des chefs de groupe ukrainiens. On passe à la mer Baltique. Du 3 au 20 juin, le chasseur de mines tripartite L'Aigle, ainsi que le bâtiment base de plongeurs démineurs Vulcain et un avion de patrouille maritime Atlantique 2 participent à l'exercice majeur Baltops 25, aux côtés de 15 nations membres de l'OTAN. Cet exercice vise à éprouver les capacités de combat du haut du spectre des unités alliées, et ceci dans tous les domaines de lutte. Baltops 25 constitue une illustration concrète de la cohésion de l'Alliance, et tout ça au profit de la sécurité aux portes de l'Europe. On passe à l'Islande avec la mission Jeanne d'Arc qui a fait une escale à Reykjavik. Et donc l'ensemble du groupe amphibie a repris la mer le 9 juin et fait route vers la Norvège. Il conduira à cette occasion plusieurs séquences d'entraînement conjoints avec les marines partenaires avant de rallier Tromsø. Plus au sud maintenant, en Méditerranée centrale, le patrouilleur de haute mer commandant Blaison a achevé sa contribution à la mission de contrôle des flux maritimes en provenance et à destination de la Libye, en soutien direct à l'opération européenne EUNAVFOR Med Irini. La contribution du commandant Blaison s'inscrit dans la poursuite des initiatives de coopération de la France engagées dans cette opération depuis mars 2020 et témoigne de la détermination de l'Europe à préserver la sécurité dans le contexte de la crise libyenne. On passe maintenant au Liban, puisque la France est engagée au sein de la force intérimaire des Nations Unies, la FINUL. Elle contribue à la sécurité et à la stabilité dans cette région. Les patrouilles quotidiennes sont menées par la Force Commander Reserve, la FCR, qui est un contingent franco-finlandais, afin de surveiller la Blue Line et de prévenir toute escalade des tensions. Menées systématiquement en coopération étroite avec les forces armées libanaises, ces patrouilles permettent également d'identifier les situations à risque. Ces dernières semaines, plusieurs caches et munitions non explosées ont été découvertes dans la zone d'action de la FCR. Elles ont également fait l'objet d'opérations de sécurisation, menées notamment par la compagnie de combat du Génie. Ces actions participent directement à la protection des populations locales et à l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Un petit peu plus loin maintenant, on passe à l'Irak. Cette semaine, les formations des bataillons du désert qui sont conduites par la task force Lamassu en Irak arrivent à leur terme. Alors, petit retour sur l'histoire. Pour rappel, le 23 janvier 2023, la France et l'Irak ont signé un traité de partenariat stratégique afin de renforcer leurs relations bilatérales. Lors d'une visite officielle en 2023, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, avait annoncé la mise en place d'un nouveau cycle de formation unique dispensé par la France. Ce partenariat avec les forces terrestres irakiennes visait à renforcer son outil militaire afin qu'il puisse défendre sa souveraineté, assurer sa sécurité sur son territoire et empêcher la résurgence de Daesh en Irak. Le commandement des forces terrestres irakiennes avait alors décidé la création d'un bataillon du désert pour chacune des 5 zones opérationnelles d'Irak. Chaque bataillon est composé de 10 compagnies de 40 soldats, avec comme mission la défense opérationnelle du territoire dans les zones désertiques de l'ouest et du nord du pays. Un détachement de partenariat militaire opérationnel, un DPMO, initié par la France, a formé ces 2000 militaires en renforçant leurs compétences et leur savoir-faire opérationnel dans le domaine du combat en milieu désertique. Ces bataillons ont vocation à mener des opérations et des missions de combat contre les groupes terroristes aux confins du désert irakien. Un petit peu plus loin, on passe à la zone des forces françaises aux Émirats arabes unis. Donc les FFAU. Le 4 juin, les Rafales des FFAU ont participé à un exercice aérien aux côtés de l'armée koweïtienne. Dans un scénario de défense d'une base aérienne koweïtienne, 2 Rafales français se sont opposés aux F-18 koweïtiens. Ce type d'exercice illustre le haut niveau de préparation opérationnelle des forces armées koweïtiennes et françaises, renforçant ainsi le partenariat entre ces 2 armées. On passe maintenant à Djibouti avec les forces françaises stationnées à Djibouti, les FFDJ. Donc cette semaine, les FFDJ voient le renforcement de leur capacité d'aéromobilité en réceptionnant 2 hélicoptères NH-90 Cayman ainsi qu'un hélicoptère Caracal. Ces nouveaux hélicoptères de manœuvre viennent remplacer les anciens SA-330 Puma qui étaient en service depuis 1972 au sein essentiellement de 2 unités, le détachement de l'aviation légère de l'armée de terre, le Détalat, et la base aérienne 188 de Djibouti. La modernisation du parc aérien à Djibouti renforce les capacités d'intervention des FFDJ et contribue à la défense du territoire djiboutien conformément au traité de défense bilatéral qui lie les 2 pays. Toujours en Afrique, on passe au golfe de Guinée avec le patrouilleur de haute mer commandant Bouin qui est toujours engagé dans l'opération Corimbe au large de la République de Côte d'Ivoire. Du 2 au 12 juin, 6 stagiaires des forces armées gabonaises participent à un stage pisteur opérationnel au centre d'entraînement au combat en forêt gabonaise et à l'Arboretum. Ce stage, encadré par le Centre d'aguerrissement de l'Outre-mer et de l'étranger, se déroule dans le cadre du partenariat militaire opérationnel entre les forces armées gabonaises, les FAI, et le détachement de liaison interarmée au Gabon, le DLIA-G. Ce stage vise à renforcer les compétences des stagiaires dans la détection et la traque des activités illégales en milieu forestier, en soutien à l'Académie de protection de l'environnement et des ressources naturelles, la PERN. L'objectif est bien de préparer les forces armées gabonaises à intervenir efficacement dans les missions de protection de l'environnement en utilisant les compétences de pisteurs opérationnels pour prévenir le pillage des ressources naturelles du pays. On passe à la zone Indo-Pacifique, où avec la zone de Mayotte, où le BATREC poursuit son action au profit des populations et des services de l'État à travers les chantiers de déploiement et de nettoyage des zones touchées par le cyclone Chido. Par ailleurs, les militaires du régiment de service militaire adapté de Mayotte poursuivent leur engagement dans la lutte contre l'épidémie de chikungunya. Et on termine avec la zone Antilles-Guyane. Tout d'abord aux Antilles, le patrouilleur Antilles-Guyane, la combattante, poursuit l'opération Toucan Royal de lutte contre le narcotrafic en étroite collaboration avec les forces armées de Colombie et du Costa Rica. Et en Guyane, maintenant, les forces armées poursuivent leur lutte contre l'orpaillage illégal. Parallèlement, en mer, l'opération Mokaran de lutte contre la pêche illégale non réglementée et non déclarée dans les eaux territoriales françaises est toujours en place. Elle a pour objectif de contribuer à la protection des ressources halieutiques. Voilà, ceci conclut mon intervention et je suis prêt à répondre à vos questions.
C'est pas lié aux opérations, pardon, mais je sais pas, peut-être vous avez une réponse. Je voulais savoir, parce que j'ai vu qu'hier l'Indonésie, finalement, il y a un débat sur l'accord qui a été passé pour les Rafales. Ils se demandent s'ils vont pas plutôt prendre des chasseurs chinois J-10. Et je me demandais si vous aviez pu, vous assistiez à une guerre de l'information, si elle avait toujours lieu, sur la perte du Rafale indien. Est-ce que ça continue? Est-ce que tout ce sujet est-il toujours très actif en désinformation, en information ou en désinformation? Alors, s'il n'était pas actif, nous allons l'entretenir maintenant. Donc, effectivement, le sujet de la désinformation, la désinformation autour de la potentielle perte d'un Rafale est toujours plus ou moins active. Alors, on est un petit peu plus éloigné du pic d'activité qui avait eu lieu au moment de l'affrontement indo-pakistanais. Maintenant, il est certain que la volonté est d'abord de déstabiliser la maison Rafale, hein, et puis porter préjudice à cet avion et à, on va dire, à l'expertise française. Donc la proximité du salon du Bourget est de nature peut-être à réanimer cette je ne veux pas dire polémique, mais en tout cas cette désinformation ou manipulation de l'information à laquelle on a pu assister. Donc nous, de notre côté, on reste très prudent, parce que on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé. En fait, c'est plutôt à l'Inde et au Pakistan de s'exprimer sur le sujet. Donc, je sais que la maison d'assaut s'est exprimée, donc a mis dans l'espace informationnel sa position et sa vision des choses. Donc je vous invite aussi à vous référer à cette vision-là. Mais je n'alimenterai pas plus le débat sur ce sujet. On est bien dans une guerre informationnelle et tous les coups sont permis. Je vous propose à présent d'évoquer, après un focus très technique, un point très humain. L'accompagnement des blessés par l'armée de terre à l'occasion de la 9e édition de l'opération Avec nos blessés partout en France. À Paris, la journée est organisée le 21 juin prochain, avec au programme une marche-course, un temps de rencontre avec les exposants présents et un plateau accueillant de nombreux invités en présence du parrain de l'opération, M. Didier François. Cet événement est l'occasion de rappeler l'importance de l'accompagnement des blessés, un impératif moral de la fraternité d'armes. Les nombreuses opérations de solidarité, les moyens engagés expriment la reconnaissance de la nation envers les militaires blessés dans l'exercice de leur mission au service de la France. Je n'en dis pas plus et cède la parole au général Arnaud Dupuis de la Grand-Rive, sous-directeur du pôle accompagnement de la Direction des ressources humaines de l'armée de terre, la DRHAT, et officier général blessé. Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu moins dans les champs cognitifs et conceptuels, encore que du premier sujet avec mes camarades ingénieurs, mais un sujet complètement opérationnel, qui est celui de la fraternité d'armes, qu'elle soit au combat ou en France dans la vie quotidienne. Emmener des hommes et des femmes au combat, donc au sacrifice suprême, ça n'est, vous vous en rendez compte, ça n'est pas une chose naturelle. Et au-delà du renforcement de ses forces morales, capacité psychologique, physique, aguerrissement, etc., confiance dans son armement, le soldat a un besoin vital, c'est celui d'une sécurité humaine, affective et institutionnelle, qui est incarnée sur le terrain par son chef et par son médecin, mais également, et il y pense, par tout un dispositif de l'arrière qui symbolise cette fraternité d'armes prolongée et qui, dans ces cas-là, doit permettre à ce blessé de se reconstruire et d'être accompagné au cas où. Voilà. L'armée de terre est une armée d'emploi et depuis 35 ans, elle a eu beaucoup de pertes, des morts au combat et puis des milliers de blessés. Donc cette armée de terre, elle a été confrontée assez rapidement dans les opérations extérieures à la blessure. Aujourd'hui, nous avons encore 3000 blessés qui sont dans nos rangs,
sous statut militaire, donc ils n'ont pas quitté l'institution, et dont il faut s'occuper, et dont nous avons la responsabilité, parce que cette responsabilité, elle est aussi médicale, c'est un champ qui me dépasse, mais elle est avant tout sur le commandement, et c'est bien dans un système vertical comme le nôtre, de chef, où effectivement le premier acteur d'accompagnement de la blessure, c'est le commandement. Voilà. Ces blessés, ils méritent la reconnaissance de l'armée de terre. Faites-moi confiance, c'est le cas. Ils méritent également la reconnaissance de la nation. La reconnaissance de la nation, c'est quelque chose d'essentiel dans la reconstruction psychologique, hein, car certains de ces blessés sont des héros, de vrais exemples de bravoure et de résilience. Je rencontre tous les jours des jeunes ou des moins jeunes. La blessure, comme vous pouvez le voir, la blessure militaire, elle est d'abord définie par un traumatisme occasionné au cours du service. Alors ça peut être un accident à l'entraînement, ça peut être une blessure de guerre. Nos engagements depuis 30 ans nous ont amenés à avoir 20 000 blessés. C'est pas rien, 20 000 blessés. 20 000 blessés, dont 3 000, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont encore dans nos rangs. Cette blessure, elle est multiple. Alors, je crois que dans un point presse précédent, on a parlé du syndrome post-traumatique. Moi, je parlerai d'une façon globale de toute la blessure, qu'elle soit physique et ou psychique. Alors, c'est vrai que le cas spécifique de la blessure psy est quand même complexe, hein. Il reste encore à expliquer. Il est encore devant nous. Et on a des efforts, je pense, encore à faire, notamment pour mieux réintégrer, s'ils le demandent, nos blessés, hein, qui ont besoin de cette reconnaissance. Alors, voilà ce dont je viens vous parler après cette introduction sur le contexte. En fait, au-delà de ce dont parlait le général, à savoir cette opération avec nos blessés que nous avons déclenchée dans toute la France métropolitaine et je pense aussi à nos camarades ultramarins en Outre-mer, eh bien, le point d'orgue, c'est la semaine prochaine, où nous allons organiser, comme chaque année, mais avec un relief particulier, cette opération avec nos blessés, qui est une opération au-delà de la solidarité, qui est une opération de fraternité, voilà, et de sensibilisation. Depuis les années 80, nous avons mis, nous, dans l'armée de terre, en place tout un dispositif, d'abord avec une cellule qu'on appelle la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, la CABAT, et peu à peu, ce dispositif, s'est amplifié jusqu'à l'arrivée de votre serviteur, c'est-à-dire la mise en place, carrément, si j'ose dire, d'un officier général blessé. Et aujourd'hui, depuis 1 an et demi, nous assistons à un renforcement de cette chaîne blessée en volume, en qualité, et une déconcentration. Voilà. Cette cellule d'aide aux blessés, elle était essentiellement à Paris, en infrapériphérique, si j'ose dire. Aujourd'hui, elle est en train, au plus près du besoin de nos blessés, je rappelle, 3000 blessés quand même, dans les régions, avec l'ouverture de cellules de blessés dans les zones terres et de postes, y compris dans les régiments et dans nos écoles, enfin dans toutes nos enceintes. On n'est pas seul dans ce pôle accompagnement. Vous pouvez le voir à travers ce dessin circulaire. Il y a tout un tas d'acteurs, environ une quarantaine, à travers un plan qui nous dépasse et qui dépasse l'armée de terre, hein, le plan d'action ministérielle qui est porté par Madame Patricia Mirales depuis mai 2023, le service de santé, l'Office national des combattants et des victimes de guerre, l'action sociale des armées, les associations, les gueules cassées, etc. etc. Une association qui nous est propre dans l'armée de terre, qui s'appelle justement Terre Fraternité. Bref, nous travaillons tous les jours avec cet écosystème. Quelques éléments nouveaux. Alors, je ne veux pas vous dire que les maisons Athos sont un élément nouveau, même si effectivement, pratiquement tous les semestres, une nouvelle maison ouvre. En tout cas, l'armée de terre est à l'origine de ce dispositif, des maisons Athos, qui sont des maisons qui accueillent nos blessés psychiques. Nous venons d'ouvrir au Centre national des sports de la défense, qui est donc la maison mère du sport militaire, un village appelé Géo André, voilà, baptisé, qui est capable d'accueillir 100 blessés
par semaine avec leur famille et de leur proposer des stages de reconstruction par le sport au milieu de cette espèce d'INSEP des armées qui est le Centre national des sports de la défense. Avec nos blessés, j'en parlerai à la fin, et puis la déconcentration de cette chaîne blessée fait qu'effectivement, aujourd'hui, on a vraiment, notamment face aux enjeux qui nous attendent, peut-être, hein, nous sommes en train de renforcer cette affaire. En conclusion, j'oserais quand même rappeler que la reconnaissance, certes de l'armée de terre, mais surtout de la nation, de l'ensemble des citoyens, parce que ce ne sont pas nos blessés, ce sont les blessés des Français, est très importante. Effectivement, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de leurs concitoyens pour se reconstruire. Je ne donnerai pas d'échelle de temps, mais enfin, bien évidemment, vous l'imaginez, pour reconstruire un blessé, il faut plusieurs dizaines d'années. Et donc, le discours du président de la République en 2022, puis en 2023, le 14 juillet, peut-être encore cette année, insistait beaucoup sur ce sujet de la fraternité à l'égard de nos blessés. Voilà. Je pense que c'est quelque chose, dans notre devise nationale, on parle beaucoup de liberté, on parle beaucoup d'égalité. La fraternité, chez nous notamment, cette fraternité d'armes, elle doit être incarnée par l'ensemble de la nation. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions éventuelles. S'il n'y a pas de questions, je vais peut-être développer un tout petit peu plus sur finalement ce qu'on appelle la préparation aux engagements de haute intensité, c'est-à-dire la possibilité, la probabilité d'avoir à faire face à des pertes de principe, donc des nombreux blessés. Comment est-ce qu'on envisage l'adaptation de nos structures d'accompagnement des blessés ? Alors effectivement, on a des conflits aujourd'hui qui, si j'ose dire, ont des pertes très fortes. Voilà. En Europe, on a probablement des centaines de milliers, voire peut-être des millions de blessés. Et donc on regarde ça d'un certain œil. Bon, déjà, la présence d'un officier général blessé n'est pas étranger au monde dans lequel on vit aujourd'hui, et donc au renforcement dans l'armée de terre de ce sujet de la blessure, qui aujourd'hui a un certain volume et qui demain pourrait avoir un autre volume. La déconcentration et le renforcement de cette chaîne des blessés, là aussi, hein, elle répond à une anticipation de ce qui pourrait arriver, où on changerait d'échelle sur les blessés. Après, sur le combat en lui-même, aujourd'hui, nous avons développé un concept, ce qu'on appelle le sauvetage psychologique au combat, qui fait que, un peu comme pour le secourisme au combat, nous formons aujourd'hui nos officiers et nos sous-officiers à répondre à la sidération, au traumatisme que des soldats peuvent rencontrer à la suite d'un vol ou en tout cas d'un bombardement, rencontre d'un charnier, etc., etc. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé de psychologie. Alors, dans l'armée de terre, on a des psychologues qui ne font pas de la thérapie, ça c'est le service de santé, mais qui font de la prévention. Et aujourd'hui, on est en train de durcir, renforcer cette fonction et surtout de la déconcentrer. Elle était jusqu'à aujourd'hui cette cellule de psychologues qui intervient en prévention en centrale. Aujourd'hui, on est en train de la mettre en expérimentation pour l'instant dans les brigades, c'est-à-dire au niveau tactique. Voilà, donc renforcement du pôle central, déconcentration et renforcement des effectifs, savoir-faire tactique sur le terrain et puis déconcentration des psychologues. C'est passionnant et je pense qu'on n'en prend pas assez en compte. Et je voulais savoir si vous alliez étudier en Ukraine les blessés ukrainiens, oui, le système de soins, ou même les blessures. J'imagine que les blessures d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément celles qu'on avait anticipées il y a 5 ans, notamment avec les drones kamikazes. Je pense que ça, logiquement, ça doit arriver plus sur le haut du corps, des choses comme ça. Est-ce que là-dessus, vous avez, ça change beaucoup de choses pour vous ? Bon, merci pour cette question. Dans la blessure, pour faire du retour d'expérience, c'est un peu difficile parce qu'on est dans l'intime. Voilà. Et quand vous voulez partager avec d'autres armées, notamment qui sont confrontées à ça, c'est difficile, effectivement, d'aller dans le dispositif et de dire aux
aux Américains, aux Israéliens, aux Ukrainiens, tiens, montrez-moi comment vous traitez vos pertes. Voilà. Je ne dis pas qu'on est en souveraineté sur ce sujet-là, mais on est quand même sur des sujets assez difficiles. Alors, on échange beaucoup avec les Européens, ceux qui ont été vraiment concernés par des pertes, voilà, et puis aussi avec les Américains. Chaque système a ses forces et ses faiblesses. Par exemple, les Américains ont un système assez centralisé. Ils ont créé des régiments de blessés. Bon, nous, ce n'est pas notre système, comme je viens de vous l'expliquer. Pour revenir sur votre question ukrainienne, alors moi, j'ai eu des échanges avec mon homologue libanais, voilà, qui est un pays qui est quand même assez concerné. Voilà, on échange. Officier général en charge des blessés et des martyrs, d'ailleurs. Intéressant comme concept. En revanche, les Ukrainiens, on a des études, mais qui sont faites par nos propres forces. Il est difficile pour un pays, d'abord, même si on accueille, mais là encore, c'est plus davantage le service de santé, on accueille des retours d'expérience sur ces sujets-là. Je pense qu'effectivement, comme vous le disiez, le drone a notamment en peur psychologique, remplace le Stuka, si j'ose dire, de 1940. Vraiment, il y a effectivement un... Donc on étudie tout ça, mais avoir un retour vraiment face-to-face avec les Ukrainiens, non. Merci pour tous ces propos. Je vous donne rendez-vous, non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. La semaine prochaine étant très concentrée sur tout ce qui tournera autour du salon du Bourget. Voilà, prochain point presse jeudi dans 2 semaines. Merci beaucoup.